l'actualité. Merci de nous suivre. Encore ce mercredi, nous recevons pour vous Maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Il est scientifique, chef des travaux, enseignant des universités et avocat au barreau de Kinshasa. Maître Jean-Pierre Moulumba Betou est analyste politique. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame Gisèle. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est le prétendu coup d'État manqué. Alors, nous allons avoir votre analyse par rapport à ce coup d'État qui a raté en République démocratique du Congo, qui sont suivis par des interpellations et la communication du porte-parole de la présidence de la République. Mais bien avant, ces coups d'État, c'est au niveau de l'Afrique. Il y a quand même plusieurs pays, le Mali, Guinée, Burkina Faso. Quelle analyse vous faites par rapport à ces différents coups d'État à travers l'Afrique? Bon, d'abord, je m'acquitte d'un devoir de vous remercier pour l'honneur que vous me faites souvent, en pensant aussi à ma modeste personne pour analyser quand même l'actualité politique dans notre pays. Sans plus tarder, je vais répondre à votre question pour dire que le constat est quand même amer que nous faisons en Afrique, parce que il y a un phénomène qui entraîne quelquefois le sous-développement et qui fait entrer l'Afrique tout entière vraiment dans le sous-développement, avec une floraison de coups d'État que nous voyons aussi et là par des jeunes militaires qui viennent, qui reprochent, n'est-ce pas, à ceux qui dirigent et qui pensent qu'ils peuvent résoudre les défis de leur pays par les armes. Mais il faut dire tout de même que c'est quand même un comportement qui est à décourager, un comportement qui est à décrier, parce que aujourd'hui, si vous voyez dans toutes les constitutions presque des pays africains, on n'encourage nulle part la prise de pouvoir par les armes, par des coups d'État. Presque dans tous ces pays, là où, n'est-ce pas, les coups d'État ont été perpétrés, il y a l'encouragement ou la promotion de voies démocratiques pour accéder aux fonctions publiques. Et maintenant, nous voyons que il y a des jeunes militaires qui pensent que non, il faut chasser, n'est-ce pas, les dictateurs par les armes et autres. Moi, je vois que cela retarde l'Afrique, cela retarde les pays dans lesquels ce genre de pratiques sont perpétrées. Et donc, on appelle ça d'ailleurs, en droit constitutionnel ou dans les cours des institutions politiques, les régimes anticonstitutionnels. C'est-à-dire des régimes qui sont créés en dehors de la Constitution, parce que la Constitution prévoit, n'est-ce pas, les élections comme mode d'accession au pouvoir. Alors, les coups d'État n'ont jamais résolu, n'est-ce pas, des problèmes. Il faut d'ailleurs voir là où il y a eu des coups d'État, l'espoir ou peut-être les solutions aux problèmes préconisés par ces auteurs de coups d'État n'ont jamais été donnés comme solution. Il n'y a pas eu changement. Il n'y a pas eu changement, et bien au contraire, c'est la misère qui continue. Et je vois qu'il y a plusieurs manières qu'il faut quand même résoudre, parce que les mêmes constitutions qui prévoient, n'est-ce pas, les voies démocratiques, elles prévoient également les manifestations ou certains actes ou certains comportements que peuvent adopter les citoyens d'un pays pour faire agenouiller, n'est-ce pas, un régime dictatorial, un régime... Souvent, ces manifestations sont réprimées par des pouvoirs... Nous avons un exemple éloquent en République démocratique du Congo. Nous avons un régime qui a fait quand même, n'est-ce pas, 19 ans, et que c'était difficile. Nous avons vu que les groupes de pression, les églises, les organisations gouvernementales, avec des partis politiques qui prenaient les changements, ils ont tout fait et ils ont obtenu les changements. Le changement est possible. Vous pouvez tuer, vous pouvez, n'est-ce pas, saccager ou disperser les manifestations, mais tôt ou tard, vous allez fléchir. Vous avez vu ici au Soudan. Au Soudan, nous avons aussi un exemple. Vous avez vu également en Centrafrique, où il y a eu la tutesse des dirigeants
par rapport à des manifestations, mais tôt ou tard, ils finissent toujours par réfléchir. Et donc, nous encourageons, n'est-ce pas, une culture démocratique. Parce que cette culture démocratique peut être trouvée dans les mêmes constitutions qui sont... Heureusement, ces coups d'État, la prise de pouvoir par la force, comme vous voulez dire, des régimes anti-démocratie. Les démocraties, tout ça c'est fort toujours en Afrique. Pourquoi pas dans les pays européens, aux États-Unis? Pourquoi? Et c'est un peu de comprendre, parce que là-bas, il y a des démocraties développées. Bon, cela est dû aussi à même à l'acception ou la conception que l'on s'est fait du pouvoir. Le pouvoir pour les Africains, c'est, n'est-ce pas, ce sont de business. Le pouvoir, ce sont des moments, quand on accède au pouvoir, c'est une façon de se faire une santé financière et de pouvoir, n'est-ce pas, faire avancer les familles et tout ça. C'est ça la conception qu'ont les Africains du pouvoir. Le pouvoir, pour les Africains, n'est pas une donnée pour résoudre les problèmes ou le bien-être de la population. Dans la plupart des pays africains, on pense que quand on accède au pouvoir, c'est pour, n'est-ce pas, s'enrichir illicitement. Et c'est ça ce qui fait que on peut utiliser tous les moyens pour arriver au pouvoir, même les armes. Et on vient de donner l'exemple que dans les pays où déjà des coups d'État se sont déjà commis, nous ne voyons pas aussi les changements prônés. Bien au contraire, les jeunes militaires qui prennent aussi le pouvoir, ils disent non, c'est notre tour. Et parfois, la plupart n'organisent même pas des élections. Ils promettent d'organiser des élections, c'est l'anarchie. Et donc, les coups d'État sont commis en Afrique parce que les Africains ont une mauvaise conception, n'est-ce pas, du pouvoir. Et même la démocratie comme modèle de gestion, de gouvernance, emprunté par, n'est-ce pas, les Africains, ne l'ont pas encore maîtrisé. Beaucoup sont dans l'apéprisme, c'est-à-dire ils font des choses à peu près, de manière à peu près, sans toutefois les comprendre. Et donc, dès le moment où les Africains commenceront à comprendre que les pouvoirs, c'est une donnée pour résoudre les problèmes qui sont dans la société, pour, n'est-ce pas, s'occuper du bien-être de la population, pour s'occuper de l'intérêt général, à ce moment-là, je crois que les choses vont changer et les coups d'État ou le mode illicite d'accession de pouvoir seront abandonnés au profit de la démocratie et la démocratie de la Les dirigeants africains, vous voulez dire, doivent vraiment s'intéresser aux problèmes de la population, aux problèmes des dirigés pour qu'on ne puisse pas vivre des situations pareilles dans nos pays africains. Certainement. Autant nous les critiquons dans les chefs, n'est-ce pas, de ceux qui sont des auteurs de coups d'État, autant nous pouvons aussi les dire dans les chefs, n'est-ce pas, de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent doivent intérioriser cette donnée-là que quand on est au pouvoir, c'est pour résoudre les questions sociales, c'est pour, n'est-ce pas, le bien-être. Le bien-être, c'est l'intérêt général. Alors, dès le moment où vous avez une acception égoïste du pouvoir, non, c'est mon tour, je dois manger, je dois faire manger ceux qui sont de mon entourage, je crois que nous sommes partis pour le terrain qui ne se termineront jamais. Alors, quelles sont les solutions pour mettre fin à cet état des choses selon vous? Est-ce que, parce que nous voyons qu'il y a une Union africaine, il y a des structures africaines, mais les solutions efficaces, on ne voit pas. Bon, je crois que je ne serai pas les premiers à préconiser des solutions. Des solutions ont été déjà préconisées par beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Mais ce que nous pouvons proposer, partant du constat qui est fait, c'est que d'abord, la première solution se trouve dans la pratique ou dans le modèle même de gouvernance. La gouvernance doit être rationnelle, la gouvernance de la chose publique. Donc, nous devons connaître une gestion rationnelle des finances publiques, des richesses des pays africains. Nous ne pouvons pas, il faut se débarrasser, n'est-ce pas, de ceux qui dirigent pour
pour leur propre intérêt ou de manière égoïste. Là, c'est d'abord une première solution. La deuxième solution, je crois que c'est au niveau des structures même régionales qui prônent l'intégration même de l'Afrique. Vous avez cité l'Union africaine. Il y a aussi d'autres structures, la SADC et autres, tout ça. On doit renforcer, n'est-ce pas, ces institutions régionales de manière de les doter d'un pouvoir de coercition, d'un pouvoir de contrainte pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui dirigent, n'est-ce pas, ou ceux qui sont des auteurs, n'est-ce pas, de coups d'État, à pouvoir revenir à la raison. Parce que c'est aussi une question, nous l'avons traité à l'université, l'inefficacité des sanctions internationales. Il y a d'autres sanctions qu'on inflige aux États, les États étant des personnes morales, et ces sanctions qui sont inefficaces. Mais il y a plusieurs autres solutions, par exemple, du côté armé. Il faut que l'Afrique puisse avoir une armée africaine, à même d'intervenir au cas où l'Afrique tout entière, l'Union africaine, où certaines structures font face, n'est-ce pas, à la tutesse de ceux qui font le coup d'État. Du genre, ce que nous voyons avec l'Union européenne, c'est-à-dire il faut être à même, n'est-ce pas, à pouvoir intervenir en cas de coup d'État pour faire réfléchir, n'est-ce pas, ces auteurs de coups d'État et avoir des décisions, des sanctions très fortes, hein, qui doivent être infligées à ces genres de régimes et qui ne peuvent pas leur permettre de continuer et de commencer à prendre place dans le concert des nations. Ok, ce sont des solutions. On va arriver sur le cas de la République démocratique du Congo. Heureusement, gloire à Dieu, il faut dire ça, le coup d'État a été déjoué, hein, c'est un coup d'État raté. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la tenue des élections ou prendre le pouvoir par la force dans le cas de la République démocratique, situation que nous sommes en train de vivre? C'est comme nous venons de le dire, madame. Vous savez que nous avons une constitution que tous les Congolais à l'unanimité ont voté et que la gouvernance de notre pays doit être contextualisée dans le cadre de cette constitution et pas en dehors de la constitution. La constitution nous dit qu'il n'y a qu'un seul mode d'accession au pouvoir, ce sont les élections. Et donc, il faut attendre 2023. Il faut attendre le moment des élections. C'est la seule façon d'accéder aux charges publiques. Et alors, vous parlez d'un coup d'État qui est déjoué ici. Bon, moi, je dois être prudent parce que il n'y a pas eu un communiqué officiel qui a dit ça, le porte-parole. Je l'ai suivi également, mais il a dit qu'il y a des indices sérieux de déstabilisation de notre pays, des institutions démocratiques. Bon, on n'a pas parlé de coup d'État. Bon, on attend des enquêtes. Comme les enquêtes sont en cours, il faudrait que les enquêtes aboutissent et que les responsabilités soient vraiment établies. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne voudrons pas que ceux qui sont en train de mener des enquêtes nous laissent en l'air. Nous voudrions que cette fois-ci, qu'il y ait quand même un aboutissement de ces enquêtes et qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé au juste et quels sont ses auteurs. Parce que si nous restons comme ça, je comprends, ce sont des questions qui touchent à la sûreté de l'État, mais la population a besoin, n'est-ce pas, de connaître aussi certains éléments de vérité pour quand même que tous ensemble nous puissions encourager la culture démocratique. On n'a pas le choix, nous avons choisi la démocratie, nous avons choisi les valeurs démocratiques, nous devons donc nous aligner derrière ces valeurs et décourager ceux qui empruntent les voies non démocratiques. Alors au cas où ces auteurs seraient dénichés et puis présentés au public, quel sort doit les réserver? Bon, nous sommes un pays démocratique, nous avons une justice qui fonctionne, n'est-ce pas, de manière officielle avec... n'est-ce pas, les instruments juridiques, en commençant par la Constitution, vous avez le code de procédure pénale, vous avez le code pénal dans lequel il y a des infractions qui sont retenues. Et si ces gens-là qui ont tenté, n'est-ce pas, de stabiliser les institutions démocratiques établies, et que si on les trouve qu'il y a quand même des responsabilités, il faudrait que la justice se mêle de manière sérieuse pour, n'est-ce pas, sanctionner
décourager ce genre de personnes et surtout, tout doit se faire dans le respect strict des droits de l'homme, parce que ces gens-là aussi ont les droits fondamentaux, ils ont leurs prérogatives qui leur sont reconnues par la même constitution, même par les instruments internationaux. Il serait de bonne loi de faire marcher tout cela dans le cadre, dans le strict respect, n'est-ce pas, de ces instruments juridiques. Alors, Maître Jean-Pierre Moulumba Bétou, vous appuyez la prise de pouvoir par la voie démocratique, c'est-à-dire les élections. Est-ce que 2023, c'est dans moins de 2 ans, une année et demie, vous croyez vraiment, à l'heure vont les choses, qu'il y aura élection en 2023 en République démocratique du Congo? Bon, moi, je me suis interdit de spéculer. En tout cas, les spéculations ne marchent pas avec moi. Moi, je sais que nous avons eu une structure appelée à organiser des élections avec ces animateurs qui ont été tous nommés par le président de la République, et que ces animateurs de cette institution qu'on appelle la CENI doivent se mettre au travail et nous fournir des élections. Je pense que vous avez fait aussi allusion, n'est-ce pas, aux contraintes qui ont été présentées par le président de cette institution, la CENI. Je crois que lorsqu'on présente les contraintes, cela ne veut pas dire que ces contraintes sont d'ordre à bloquer l'organisation des élections. Mais on peut faire ressortir des contraintes afin que l'on puisse les surmonter, afin que l'on puisse trouver des solutions pour, n'est-ce pas, les écarter une par une. Mais le temps, il y a aussi un problème de temps. Il y a les facteurs temps, bien entendu, mais je crois que les animateurs de cette institution n'ont jamais dit qu'ils ne seront pas capables d'organiser les élections. Ils me le promettent. Mais lorsqu'on fait l'analyse, tout ce qu'on peut leur demander est que d'expérience déjà vécue dans ces pays, nous avons les récentes élections de 2018, nous savons tous quand est-ce que l'organisation de ces élections ont commencé, tardivement d'ailleurs, parce qu'il s'est posé des problèmes où il y a eu des opposants qui posaient trop de problèmes. Il y a même jusque même à la veille de ces élections, il y avait des personnes qui n'avaient jamais cru que les élections devaient se tenir. Rappelez-vous de la fameuse question de la machine à voter. Alors, je crois qu'il faut leur donner, n'est-ce pas, cette chance. Mais sinon, ce que vous faites, c'est bien. Le travail que nous faisons, c'est bien, c'est de les sensibiliser que, attention, vous avez une contrainte démocratique, qui est donc la Constitution, qui prévoit donc le cycle électoral chaque après 5 ans. Et donc, c'est un devoir constitutionnel. Donc, vous êtes tenu à organiser les élections. Et là, c'est bien, il faut qu'ils se réveillent. Il faut que le gouvernement qui est censé mettre des moyens financiers à leur disposition, qu'ils le fassent de manière plus rapide et avec toute célérité. Ils peuvent déjà se mettre au travail pour commencer à faire, nous fournir d'abord le fichier électoral, savoir qui peut voter, qui ne peut pas voter, tout ça c'est du travail. Je crois que s'ils se réveillent maintenant là, il y a lieu que les élections soient organisées. Et ce n'est pas seulement leur travail, parce que l'organisation des élections, nous avons déjà, moi particulièrement, j'ai participé à l'organisation des élections dans beaucoup de pays d'Afrique. En tant qu'acteur de cette envergure, je pense que le temps qui leur est imparti peut leur permettre d'organiser des élections. 2022, 2023. 2023, ils peuvent déjà organiser des élections. Une année et demie, ça va aller. Ils vont le faire, mais à condition seulement qu'ils se réveillent dès maintenant. Et je voudrais aussi dire, ailleurs où il y a des élections dans d'autres pays, où les élections se tiennent normalement, les élections n'ont jamais été l'apanage de seuls animateurs, n'est-ce pas? Parce qu'ici, dans notre pays, nous avons seulement l'impression qu'il n'y a qu'un seul là qu'on a nommé au sein de l'institution CENI qui peuvent seulement organiser les élections. Mais les élections, c'est un devoir collectif. Nous tous, acteurs politiques, acteurs sociaux, la population, nous devons concourir. Chacun à son niveau, nous devons faire de manière à ce que les élections soient organisées. Tout le monde est acteur au niveau, n'est-ce pas, de l'organisation des élections.
Mais lorsque nous allons seulement jeter l'éponge à ceux-là qui sont nommés au sein de la CENI, et c'est là aussi pose souvent des problèmes. La CENI qui joue le rôle principal. C'est vrai, les animateurs de la CENI jouent le rôle d'impulsion. Oui. Mais le rôle aussi que jouent d'autres acteurs politiques, sociaux, ce rôle-là n'est pas non négligeable. Mais est-ce que ces élections, avec ces contestations de l'opposition face à l'équipe d'Eni Kadima, on ne risquerait pas d'avoir des élections contestées? Nous sommes, je crois bien, nous sommes à la 3e expérience d'organiser des élections, d'organisation des élections. Madame, vous pouvez me donner une seule élection déjà organisée dans ces pays sans contestation de l'opposition? Mais on ne peut pas démarrer dans la contestation, il faut faire... Il y en a toujours, même ailleurs, même lorsque vous allez dans des pays de vieille démocratie, vous allez toujours rencontrer des contestations. L'opposition, son rôle, c'est ça. Au finish, l'adversaire félicite celui qui a été élu. Bon, mais ça c'est... Comme au Congo jusqu'à aujourd'hui, Fayoulou continue à réclamer... Ça, vous avez raison. Oui. Ça dépend aussi de la culture démocratique que nous avons. Vous savez que la démocratie en Afrique n'est pas trop enracinée comme ailleurs. Et même dans les vieilles démocraties, vous avez vu, Donald Trump n'a jamais félicité son successeur. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent aussi être dites au niveau des pays de vieilles démocraties. Mais ce qu'il faut, c'est que la démocratie, c'est une donne qui n'est pas encore trop enracinée dans les chefs de Congolais, acteurs politiques que soient-ils. Et donc, il est de bon aloi que vous puissiez constater certains aléas dans l'application de cette démocratie-là. Mais d'autres politiques envisagent la tenue des dialogues, se mettre encore sur une table pour discuter, je ne sais pas moi, pour partager le plateau. Non, il ne faut pas dire que... cette voie-là. Il ne faut pas dire que vous savez, en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, les politiques aiment trop les dialogues. Parce que les dialogues, là, ce n'est pas un lieu de résolution des problèmes des Congolais. S'il y a des Congolais qui pensent que non, les dialogues, quand il va venir, les politiques congolais, ils peuvent parler le bon français, ils peuvent embellir ça, cela, mais les dialogues en République démocratique du Congo et même en Afrique aboutit toujours au partage des gâteaux. Ceux qui sont dehors, qui n'ont pas de moyens pour faire des élections, ils souhaitent aussi trouver aussi quelques moyens pour aller aux élections. Et je crois qu'on en a aussi marre. Cela il faut que les groupes de pression, les jeunes, ceux qui tiennent vraiment à des changements, découragent ce genre de pratiques. C'est vrai, le dialogue doit être permanent, mais un dialogue qui doit avoir pour but de résoudre des questions sociales, des questions cruciales qui se posent au sein de la population. On en a nombreuses, on en a vraiment beaucoup de questions comme ça, des préoccupations de la population au quotidien. Dès qu'on termine cette émission, nous sortons et nous voyons que la population est confrontée à beaucoup de problèmes qui sont sérieux. Et je crois que si les politiques amènent des dialogues avec ça comme objectif principal, nous acclamons un tel dialogue. Mais un dialogue à la marque congolaise ou à la congolaise, nous savons comment il aboutit toujours, c'est pour le partage des postes, pour que ceux qui étaient dehors, marginalisés, qu'ils entrent, qu'ils se fassent la santé financière, parce qu'ils savent qu'ils vont corrompre. Ils commencent par corrompre d'abord la population, parce que cette population-là, il faut qu'ils trouvent l'argent pour qu'au moment des élections, la campagne électorale, c'est purement de la corruption qui se passe là-bas. On corrompt la population. On corrompt la population avec des t-shirts, avec des choses, avec de l'argent même. Il y a même ceux-là qui donnent de l'argent pour qu'il soit voté. Mais la population s'est plaint aussi. Un député de promesse, il a remis des petites choses, riz, poulet, t-shirt, et après on le voit plus. Non, madame. Comment faire pour sensibiliser la population? Madame, en tant que journaliste, vous avez un grand rôle. Et c'est ça que je félicite la plupart aussi des journalistes qui font déjà ce genre de travail. Et même vous aussi, je vous convie aussi de faire pour apprendre aux gens quel est le rôle de ceux-là qui viennent auprès de vous pour solliciter les voix. Le député n'a pas pour rôle de construire les ponts, n'a pas pour rôle de faire ce qu'on voit là dans des quartiers, faire l'implantation des usines d'eau et tout ça. Ce n'est pas le rôle primordial d'un député. Le rôle primordial des députés, c'est de légiférer, de faire des lois, et des lois qui peuvent
n'est-ce pas, résoudre quand même des problèmes adéquats qui se posent au sein de la population. C'est aussi de voter le budget, de voir comment on alloue, n'est-ce pas, comment la répartition de budget, de recettes se font, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du pays. Et si vraiment la base électorale trouve son compte, n'est-ce pas, dans cette répartition des richesses. Et je crois que c'est un peu ça, et aussi contrôler le gouvernement. Vous avez aujourd'hui, on chante l'IGF, mais l'IGF, le rôle qu'elle joue, c'est quel rôle? C'est le rôle d'un contrôle, n'est-ce pas, qui est politique et en même temps administratif. Mais le rôle des députés aussi, c'est de contrôler aussi l'exécutif. Et si vous savez que nous avions les députés qui contrôlent véritablement l'exécutif, je crois que vous ne pouvez pas avoir trop de cas de détournement des deniers publics, de la dilapidation des deniers publics, comme nous sommes en train de les constater. Mais on a laissé toute la charge à l'IGF, et on croit peut-être que non, c'est un rôle qui doit être joué seulement par l'IGF, mais on se trompe. Je crois que vous devez dire à la population, vous devez informer la population pour qu'ils les évaluent, qu'elle évalue, n'est-ce pas, les députés et les sénateurs sur base de leurs missions régaliennes qui leur sont dévolues par la Constitution. Mais une population qui ne connaît pas, croit que non, les députés, c'est faire des ponts, les députés, c'est acheter du sel, des habits, et qu'on soit comme nous sommes en train de faire. C'est de l'amateurisme à tous les niveaux. Ce sont les messages que ces députés ou amènent auprès de la population lors des campagnes électorales. Et c'est ça qui est... Non, mais vous savez qu'ils sont députés. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Tous ceux qui étaient dans les affaires, des grands commerçants deviennent des députés, hein, n'est-ce pas? Des grands journalistes deviennent des députés, n'est-ce pas? Vous voyez, ce sont... Quand même, on ne refuse pas, on peut toujours aspirer à devenir député, mais il faut aussi s'informer plutôt de ce qu'on veut devenir, pour qu'on amène un discours adéquat auprès de sa base. Il faut que la base sache que le rôle de la personne qu'on va envoyer au Parlement, c'est d'abord faire de bonnes lois, c'est de contrôler l'exécutif, c'est aussi de faire les budgets, n'est-ce pas, et d'être tout regardant quand on fait les budgets pour que sa base se retrouve dans la répartition des richesses. Parce que cette répartition doit être équitable. Voilà. Nous recevons ce soir Maître Jean-Pierre Mulumba Betou, scientifique, chef des travaux, il est enseignant des universités et avocat au barreau de Kinshasa, il est analyste politique. Il y a une réunion sur... l'accord cadre d'Addis Abeba qui doit normalement se tenir fin février en République démocratique du Congo. On annonce même la venue du secrétaire général de l'ONU. Quelles sont vos attentes par rapport à cette réunion, à cet accord qui souffre d'application jusqu'alors? Madame, vous savez qu'on doit se dire quand même la vérité. C'est vrai, on est scientifique, mais on doit se dire qu'on est quelque peu déçu, n'est-ce pas, de toutes ces rencontres-là, parce que dites-moi, toutes ces rencontres-là internationales, il y a toujours des dessous des cartes, n'est-ce pas? Ce qu'on vous fait voir réellement, ce n'est pas ce qui est attendu, n'est-ce pas? Quand il convoque ça, c'est-à-dire qu'il y a des sous-entendus. Ils ont leur intérêt. Des intérêts que la population ne saura pas. Vous allez voir que juste après, ça va aboutir peut-être par certaines impositions de dialogue aux acteurs politiques sociaux, et ceux-là vont en profiter pour se partager des postes et consorts. Mais les dialogues que nous voulons, parce que ce n'est pas que je minimise les dialogues est très bon, parce que les dialogues, c'est même le socle, n'est-ce pas, du développement. Quand les gens se parlent, les gens se rencontrent, rappelez-vous de la palabre africaine, où les gens se mettent, n'est-ce pas, en dessous des arbres, parler et résoudre des problèmes. C'est bon, mais nous devons quand même nous dire de vérité qu'en Afrique, n'est-ce pas, des dialogues ne s'éteignent pas pour résoudre des problèmes. Mais les dialogues, c'est un lieu, n'est-ce pas, de se donner quand même de l'X, n'est-ce pas, d'avoir des responsabilités ou de servir des intérêts de ceux qui se considèrent comme des maîtres éternels de l'Afrique. Voilà, Maître JP, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. On ne peut pas finir sans toucher au social de la population. Le drame de Matadi Kibala, il y a quand même des femmes qui se réveillent le matin
pour aller trouver de quoi survivre, de quoi épauler leurs maris qui ont perdu la vie au niveau du marché Matadikiba. Là, aujourd'hui même, il y a ces mêmes femmes, ces mêmes vendeuses qui veulent revenir sur le lieu parce qu'ils ne savent pas comment nouer le deux bouts du mois. Un mot par rapport à cette situation. Non, les premiers mots, madame, c'est d'abord de présenter nos condoléances à toutes ces familles. C'est très dur, n'est-ce pas, lorsque les gens se battent pour quand même renouer les deux bouts du mois et puis retrouvent quand même une calamité dans ces conditions-là. C'est quand même, ça fait mal. Mais ça doit tout de même, en tant qu'analyste, nous donner l'occasion de faire une courte analyse pour dire que c'est vrai. Ce que nous constatons, il y a une défaillance de l'éducation à la citoyenneté dans les chefs de Congolais. Des Congolais, ceux qui gouvernent, des gouvernants, tout comme des gouvernés, qui ne maîtrisent pas les notions fondamentales, n'est-ce pas, de la citoyenneté. Quand on est citoyen, on doit quand même, il y a certaines valeurs qu'on doit suivre, qu'on doit mettre en pratique. Vous voyez, il y a des gens qui construisent n'importe où, il y a de ceux-là qui donnent même des portions de terre n'importe où, mais dans ces pays, il y a ce qu'on appelle l'urbanisation, les notions d'urbanisme, où il y a des constructions, il y a des lieux qu'on ne peut pas construire, il y a des servitudes qu'on ne peut pas empiéter. Mais vous allez voir, même dans les chefs de ceux-là qui sont en train d'octroyer les terrains de terre à des personnes, ne savent pas. Donc on prend n'importe qui, des gens qui prennent des responsabilités et ils ne savent pas quoi faire. Donc il y a une différence totale d'éducation à la citoyenneté dans les chefs de Congolais. Je crois qu'il y a cette histoire qu'on a appelé changement de mentalité et tout ça. Je ne sais pas quel est le contenu de cette structure, mais je crois qu'il y a lieu de réfléchir fondamentalement pour quand même cultiver la culture de la citoyenneté dans les chefs des citoyens. Parce qu'un citoyen d'un pays, c'est celui-là qui obéit d'abord les lois de son pays. Un citoyen d'un pays, c'est celui-là qui s'aligne derrière des valeurs de son pays. Mais on a perdu cela. C'est ainsi que nous trouvons bêtement parfois des morts parce que nous trouvons la mort de manière n'est-ce pas, vulgaire, parce qu'on ne respecte pas, on ne marche pas dans le strict respect de nos valeurs, de nos principes. Alors au-delà de déguerpir ou de chasser ces femmes qui vont dans ces marchés. Ça, ce n'est pas une solution. Ça, c'est du théâtre. Ce n'est pas une solution. D'abord, tout doit se faire dans les normes. Lorsque vous chassez ceux-là qui sont en train d'habiter là, qu'est-ce que vous faites de ceux-là qui les avaient logés là-bas? Il faut sanctionner. Il faut sanctionner, il ne faut pas seulement sanctionner, mais il faut prêcher des valeurs, n'est-ce pas, citoyennes. Des valeurs citoyennes doivent être maîtrisées par des uns et des autres pour éviter de morts stupides comme ça. Voilà. Merci, maître Jean-Pierre Mulumba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non, merci beaucoup, madame. Vous savez, lorsque vous me prenez parfois à pied levé, j'ai toujours répondu positivement parce que je sais que il y a vraiment de la sincérité sur votre chaîne, n'est-ce pas, et que vous menez vos émissions dans le cadre vraiment d'éduquer aussi la masse. Et cela, ça va, il faut creuser davantage et travailler de manière à ce que vous contribuez aussi, n'est-ce pas, à l'avancement de ces pays, parce que le développement de ces pays n'a jamais été l'apanage d'une seule personne comme beaucoup le pensent. Comme on le pense comme ça, c'est ainsi que le pays est en train de mourir. Voilà, merci maître Jean-Pierre Mulumba, analyste politique, scientifique, chef des travaux, enseignant des universités et avocat au barreau de Kinshasa. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, monsieur, chaque mercredi à 21h10 et jeudi en rediffusion à 13h40 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.